Bonjour Vincent. Bonjour. Toujours le mot pour dire, vous êtes un amoureux des mots, un amoureux de ce que l'on appelle parfois l'art de la parole. Alors vous les écrivez ces mots, mais vous les dites et même parfois vous les chantez. Ça fait partie d'une dynamique de partage. Je veux dire, le mot constitue toujours une forme de récit, donc que ce soit à l'écrit, que ce soit... Même si c'est chanté, ça part d'une dynamique d'écriture. Le mot vient toujours placer là quelque chose qui cherche à ouvrir un récit, à permettre à une invitation au voyage. J'aime bien dire ça, parce que je pense que dans l'agencement des mots, il y a toujours une forme de couleur qui est cette invitation au voyage. Une phrase, un récit, une rime. Un point de départ en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qui nous entraîne et qui Voilà, peut nous entraîner. Une invitation, je dis ça. Ouais. Le mot est une invitation en soi. Si on parle, c'est une invitation à répondre, à écouter. On enclenche quelque chose. Donc quand il y a ça dans la dynamique d'écriture, c'est toujours pour permettre, pour ouvrir un espace. Ouais. Alors il y a donc ce livre, toujours le mot pour dire, petit lexique poétique de la Bible. Et alors dans la 4e de couverture, il y a une petite présentation, quelques mots. Et ça commence comme ça, on se jette souvent sur la parole sans en goûter les mots. Goûter les mots, moi je trouve que c'est une très belle expression. Elle m'entraîne, puisque c'est une invitation, elle m'entraîne moi vers aussi la notion d'émotion, quelque chose d'un peu charnel quelque part. Oui, je dirais que les mots ont un corps, ont une texture, ont une saveur, si on parle de cuisine ou de goûter. Goûter les mots, c'est comme pour la cuisine, c'est-à-dire qu'on goûte quelque chose qui va révéler sa saveur, J'aime bien l'idée de cuisiner ou de former une phrase, si je prends une analogie comme ça. Je dis voilà, je vais cuisiner quelque chose, mais on va disposer les choses, les aliments, les ingrédients. Les ingrédients de la recette. Voilà, comme ça, puis on observe. J'aime bien cuisiner comme ça, c'est-à-dire de plus... Je dis souvent, je regarde pas, je ne suis pas la recette, mais je cherche justement à tracer quelque chose avec ce que j'ai là. Mais pour formuler une phrase, un peu c'est comme ça. C'est-à-dire que si on le fait en cuisine, on va mettre les ingrédients les uns derrière les autres, en disant tiens ça, faut que ça matche ensemble. Il faut trouver comment ça s'agence pour permettre d'avoir un goût, une saveur qui soit chouette, invitante, nouvelle. Pareil pour une phrase, je pense. Pareil pour un récit. Ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est que on peut se permettre même parfois de mettre des saveurs qui a priori ne vont pas ensemble et puis finalement qui fonctionnent. Des fois ça ne marche pas non plus. J'imagine que quand on écrit une chronique, puisque ce sont des chroniques à la base, il faut des fois y revenir parce que des fois ça ne fonctionne pas. C'est comme, alors si je reviens encore une fois à la cuisine, c'est cette idée-là, c'est que dès qu'on a lancé la prépa, la cuisson, etc., il y a cette idée de... L'idée est là, hein, l'envie première, il y a un pitch pour la recette, mais au fil de la cuisson, au fil de la préparation, il va falloir ajuster, retirer ceci, pas cela, ça n'a pas assez de goût, peut-être rajouter un truc, peut-être qu'il y a des éléments qui n'étaient pas prévus, qu'on va falloir rajouter. Donc, dans l'écriture de la chronique, il va y avoir ça aussi, c'est-à-dire cette idée de... on démarre il y a un pitch, un mot, une thématique, puis on démarre, on déroule, je dirais, le phrasé. Et au fil, je dirais, dans un premier temps, c'est toujours à l'oralité, parce que c'est une dynamique d'oralité dans l'écriture, mais dans un premier temps, il va y avoir la proposition, puis après, il faut l'ajuster. Donc dans le travail d'écriture, un peu comme dans la cuisine, il y a l'idée de, ok, je vois où je vais, mais il va falloir trouver les ingrédients pour que le déroulé, pour que le récit, on va dire, ait ce goût, sa saveur qu'on lui cherche. Voilà. Alors, sous-titre à ce livre, toujours le mot pour dire, petit lexique poétique de la Bible. Alors, lexique, Vincent, c'est un nom masculin du grec lexicon, de lexis, mot, dictionnaire spécialisé généralement succinct concernant un domaine particulier de la connaissance, ensemble ordonné des mots employés dans une œuvre littéraire par un écrivain. Est-ce que ça correspond à ce que vous proposez dans Toujours le mot pour dire? Toujours le mot pour dire, donc c'est une sélection des chroniques que j'écris pour France Culture, donc dans l'émission Soleil. Et c'était l'idée, c'est dans le travail d'édition que l'idée d'un lexique s'est précisée vraiment. C'est-à-dire des mots, un peu comme un dictionnaire. Voilà, c'est-à-dire que le pitch de chaque chronique, c'est un mot. Alors ces mots viennent s'accrocher à une thématique, celle de l'émission par exemple. Et donc de là, on extrait l'idée, ok, on va travailler sur ce mot parce qu'il fait lien parfois
l'écriture de la chronique, elle est pour le plateau, c'est que c'est plus en dialogue avec les invités dans le studio, on va dire. Et donc le travail éditorial a été de revenir sur l'idée de, on a des mots, chaque mot a sa chronique. Ouais. Et tiens, dans mon éditrice a dit, ce qui serait bien, c'est d'en faire vraiment un lexique. Donc aussi pour la lecture, c'est-à-dire qu'on ait vraiment l'idée de, voilà, il y a des mots qui commencent par A, on va de A à Z. Ouais. Il n'y a pas de mot en Z, je crois. Peut-être X, vous m'aviez dit Xanax peut-être. Il y a Xanax, mais pas en tant que mot. Voilà, mais l'idée c'était ça aussi. Et c'est aussi, je pense, dans le principe éditorial, c'était une invitation à la lecture dans leur forme d'un lexique. Pas des mots plic-ploc, mais voilà. On avance. On avance, on découvre des mots, on les choisit aussi, parce que j'aime bien l'idée que ce livre soit lu non pas dans la continuité, mais tiens, j'ouvre et je pioche un mot. Voilà. C'est des séquences courtes, quelques pages chaque fois. Donc. Moi j'aime bien dans la couverture cette fleur qui pousse. D'ailleurs, il n'y a pas de feuilles. Il y a juste une tige et qui prend des directions un peu originales. Elle cherche un chemin, oui. Et puis d'un seul coup, il y a la fleur qui apparaît. Un chemin pour fleurir, c'est vraiment ça l'idée. C'est ce qu'on trouve avec vous, là, avec ces mots qui se déroulent. Et peut-être c'est le principe. Il y a des chemins un peu originaux des fois. C'est ça, c'est le principe, on pourrait dire qu'il y a autour de cette écriture des chroniques, dans ce cadre-là, l'idée d'autrement dire, c'est-à-dire de prendre un mot, de l'extraire de ce qu'on sait déjà de lui et de lui chercher son chemin. Ouais. Donc il y a cette idée-là, on va faire un chemin. Alors on pourrait voir ça comme un chemin détourné, mais j'aime bien l'idée, comme pour la pousse des plantes, la pousse des arbres, c'est-à-dire ils cherchent en fait le chemin pour vivre. Donc, je sais pas si même s'il y a des obstacles, c'est rien, on va contourner. Et les obstacles, dans ce cas-là, ce serait ce qu'on sait déjà du mot, on ne veut pas savoir autre chose. Et contournons ça pour faire jaillir quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe portugais, je crois, qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. À cette idée-là, il y a une destination qu'on connaît, mais par contre, le chemin, il peut prendre des inflexions Alors, inédites. Puisque je parle de Dieu, le sous-titre dit « Petit lexique poétique de la Bible ». Quel est votre rapport personnel avec le texte, l'écriture, comme on dit souvent, la Bible? C'est un rapport. Alors moi, j'ai rencontré ce texte quand j'étais un jeune adulte déjà, donc je l'ai découvert comme lecteur, comme lecteur amoureux, que j'ai toujours énormément lu depuis l'enfance. Ma mère disait que c'était maladif de lire autant. Mais c'était un refuge, je pense que ça participe à la formation de l'imaginaire et de l'identité aussi. Du coup, quand je me suis retrouvé face à ce texte-là, j'étais face surtout à un récit très puissant où, au fond, il y a tout à la fois une grande densité à certains moments, beaucoup de clarté dans d'autres, une voie ouverte pour inviter à mettre en mouvement quelque chose de nous-mêmes. Je pense que c'est la force d'un récit, c'est quand quelque chose... On pourrait le voir au cinéma, on peut le voir dans un livre, mais on peut aussi le voir au cinéma ou au théâtre. Oui. La force d'un récit qui est donné, d'une parole qui est donnée, c'est de mettre en vie quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose. Le premier sentiment par rapport au récit biblique, ça a été ça. Il y a un truc qui se met en mouvement, une attention, mais aussi une invitation à bouger. C'est le principe de... Voilà, c'est ce dont on parle là, c'est-à-dire une parole qui nous pose pour nos vies, alors je dirais une métaphore dans le sens étymologique de ce mot-là, donc de nous déplacer, d'être en mouvement d'un point vers un autre. On est à un endroit de nos vies quand on lit le départ, quand on reçoit la première parole, et puis cette parole met en mouvement quelque chose de nous qui va à un autre endroit. Est-ce qu'on peut, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec le commencement de tout, la Genèse? Au commencement était la parole, et la parole créa finalement. Dans cette idée d'élancer quelque chose. Ouais. Au commencement, une invitation au mouvement, le verbe, la parole qui est donnée, pour que le mouvement s'enclenche, pour qu'une dynamique de vie soit possible. C'est aussi l'idée de rendre possible. Un récit, c'est aussi parfois ouvrir quelque chose de possible, là où on pense que la parole n'est plus possible, n'est plus échangeable. Je donne à nouveau une parole nouvelle, je dis autrement pour relancer cette invitation-là, relancer le mouvement. Ouais. Alors, un recueil de chroniques, la plupart viennent donc de l'émission Solae sur France Culture. D'autres ont été quand même ajoutés en plus? D'autres ont été ajoutés, c'était un choix de l'éditrice aussi, quand on a commencé à discuter de l'agencement des chroniques. Ce sont des chroniques pour la radio, donc il y avait 2 points. Le premier, c'est écrit dans cette dynamique d'oralité propre à la chronique radio, donc il y avait un travail à faire pour revenir à l'écrit. Je pense que la dynamique d'oralité, c'était ça aussi l'essence du travail. On ne la perd pas parce qu'elle est... Moi, j'écris comme ça, j'écris à l'oral. Je veux dire, je vérifie à l'oral comment fonctionne la formation de la phrase et
et de la chronique dans son déroulé comme ça, mais l'idée justement de rajouter d'autres chroniques, d'en écrire d'autres pour venir équilibrer le choix qu'on avait fait. Donc ce ne sont pas toutes les chroniques qui ont été posées pour l'émission, pour la radio, mais les chroniques de France Culture, on les a choisies puis réorganisées et dedans, je dirais, il y avait un petit peu peut-être des trous comme ça. Oui. On s'est dit tiens, on va en réécrire pour agencer l'idée du lexique et enlever aussi des chroniques qui étaient plus des chroniques de plateau, enfin, dans typiquement le dialogue, dans le dialogue avec de les radio invités. Qui n'ont pas beaucoup de sens à l'écrit, enfin qui n'ont plus de pérennité à l'écrit. Bien sûr. Alors Solae, c'est un magazine qui offre un regard marqué par la foi protestante, sur la culture, la société, la spiritualité, sur le monde, la vie finalement. Vos chroniques sont donc aussi elles-mêmes marquées par cette dimension spirituelle, tout en parlant de choses très diverses. Alors il y a du décalage qui apparaît naturellement, un peu d'humour forcément. On pourrait y voir même un brin d'impertinence de temps en temps. Comment on arrive à trouver le bon équilibre justement? Ça me rappelle l'histoire de la recette que vous évoquiez au départ. Comment arriver en mettant tous ces ingrédients-là qui sont quand même parfois un peu... qui peuvent même aller à l'opposé d'une certaine... comment dire, façon d'aborder la foi classique. Comment on fait pour ni choquer, ni rester dans le fond, parce qu'il y a de la profondeur aussi. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me marque dans vos chroniques. Sous cette apparence heureuse, joyeuse, rigolote, il y a du fond, c'est profond. Mais je pense que c'est... Alors, je ne sais pas tout expliquer, parce que ça veut dire, tout n'est pas inconscient. Dans le sens, je vais fonctionner comme ça. C'est l'idée de prendre les éléments, d'essayer de bien les agencer pour qu'on trouve un rythme. Après, il y a deux choses. Un qui est de se dire que l'écriture avance dans le contexte d'une émission. Donc, plus on avance, plus on comprend ce qui est possible dans ce contexte-là. Après, c'est toujours des invités différents, donc c'est aussi l'idée de s'adapter à ça. Je ne me souviens pas avoir eu d'invités qui n'étaient pas d'accord avec ce que je proposais. Mais c'est l'idée, comme on parlait de cuisine, c'est ça. Il y a un agencement qui est à faire. Et pareillement, on pourrait dire, c'est bien si... je ne sais pas si on a un élément... il y a un qui va me venir, bien sûr, quand je vais en parler, me dire, tiens, cet ingrédient-là, il est par nature très salé, par exemple. Donc, ce n'est pas la peine d'en remettre une couche par-dessus. Ou bien, au contraire, le sel ne va pas lui faire du bien forcément. Il faut trouver peut-être d'autres épices. L'humour, ou ajouter un peu d'acidité. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est tous ces éléments-là qu'on appellerait l'humour, ou l'impertinence, ou une pirouette autour de quelque chose qui est, en fait, la profondeur, c'est le fond de ce que c'est. Et souvent, la profondeur apparaît grâce à ça, justement. Oui, exactement. Voilà. C'est une façon, à nouveau, de dire autrement les choses. Si j'attire l'attention sur un truc qui est décalé bizarrement, quand on revient sur le propos, tout à coup, il apparaît peut-être même... Tout à coup, c'est profond, où il y a tout à coup, il y a vraiment quelque chose en fait. Moi, je croyais que c'était drôle, mais c'est pas drôle. Enfin, c'est pas. Ça me rappelle le principe des paraboles avec Jésus, finalement, qui nous raconte une histoire, somme toute, souvent banale, et d'un seul coup, il y a du décalage. Il y a un truc qui, c'est le prêtre et le lévite qui passent à côté du gars qui a besoin et qui ne font rien, alors que pense naturellement que ce sont eux qui devraient le faire. Par exemple, mais c'est pareil, si on prend juste cette histoire-là, il n'y a pas qu'une lecture possible de ça. Non. Et donc on revient toujours à un fond qui, en effet, sous une forme qui... Je parlais d'invitation, une invitation au voyage là, tout à l'heure, c'est cette idée-là. Laissons faire le déroulé de la chronique, en l'occurrence, ou le déroulé d'un récit. Si on embarque pour ce voyage, on va se retrouver à un moment donné à l'endroit où ce truc veut nous emmener. Donc c'est pas l'idée de... J'aime pas cette idée qui serait de surligner, il y a une thématique, il y a un mot, puis on va taper sur le clou, on va surligner à fond, là, ça va baver tellement on surligne, plutôt que de se dire faisons un chemin autour de ça, des détours, décalons-le, pour soudain quand on y est, on se dit ah mais ça, finalement. Voilà, alors je dis modestement, on parlait des paraboles, c'est ce principe-là, des métaphores, c'est-à-dire on est ici, on va aller là-bas, et on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va y aller parce qu'en fait on est emmené autrement. Si je dis je vais vous parler de ce mot-là, puis attention, c'est un mot très sérieux, accrochez-vous maintenant, je commence, je vais parler, tu vois. Ça va moins le faire. Plutôt que de dire, ça va pas le faire, tandis que si on part en voyant, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Et tout à coup, on est dessus, et on s'est dit, ah tiens, j'ai pas vu venir. Je pense que c'est une belle façon d'aborder quelque chose, une question, une inspiration, en se disant, j'ai pas vu venir. Alors une constante dans vos chroniques, c'est la définition du mot, le sens. Vous aimez revenir au sens profond.
Il y a un petit goût, j'imagine, pour les vieux Larousse, Petit Robert, les Wikipédia d'antan. Bah, ce sont des objets magnifiques, hein. C'est insensé aujourd'hui, on a l'impression que ça ne veut plus rien dire. Alors oui, on va chercher des mots, sur leur Internet, aller Google et compagnie. Voilà, tous leurs synonymes, etc. Mais il y a un truc hallucinant dans le dictionnaire, c'est qu'on a une succession de mots, sans rire, hein. On ouvre le dictionnaire à la lettre M, à la lettre P, enfin peu importe, et on a une succession de mots, on se dit mais qu'est-ce que ce mot-là veut dire? C'est un mot qui veut dire quelque chose, c'est un mot qui va servir à dire quelque chose. Donc il n'est pas là par hasard, il a sa nature, il a son goût et sa saveur, comme on disait, sauf que soit on l'a oublié, soit il paraît inutile. Il m'arrive souvent quand j'ouvre le dictionnaire et je parcours les pages, je me dis mais je vois un mot, je me dis mais qu'il est beau ce mot en fait. Et il ne sert à rien, dans le sens on ne l'utilise jamais. Pourtant, il veut vraiment dire quelque chose. Hein. Il a un caractère, il y a une définition, une étymologie. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai fond, c'est un mot qui est là, qui existe dans la langue française. C'est la merveille de la langue française et en même temps le piège, c'est qu'elle est tellement riche qu'on oublie même toute la sève de cette richesse. Donc j'aime ces dictionnaires, cette compilation de beauté inutile, hein, des fois, pour ça. Il y a des mots qui ils sont là. Il m'est arrivé souvent d'être touché, ému même, d'entendre des mots comme ça que je ne connaissais pas. Personnellement, dit dans la bouche d'étrangers qui, eux, l'avaient appris ils s'en servent pour une bonne dans raison. Un lexique, voilà, et ils l'utilisent à bon escient. Et moi, bon français, là, de le découvrir et d'y trouver une petite merveille derrière. C'est comme, on parlait de dictionnaire et donc de synonymes. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, donc la maîtresse des écoles disait, elle nous faisait souvent faire des exercices de langue française où il fallait reformuler les phrases avec des synonymes. Donc c'était un jeu sur les synonymes, nous faire découvrir ce que c'est qu'un synonyme, un mot qui peut être un peu l'écho, le miroir, le compagnon, le cousin de l'autre. Et là, vous venez d'en dire un certain nombre de synonymes d'ailleurs. Oui, mais de nous faire découvrir cette idée de, regarde, tu dis la même chose mais tu le dis autrement. Qu'est-ce que ça, à quoi ça invite d'autres? On pourrait parler de ça longtemps, c'est le principe aussi des pourquoi il y a autant de traduction du récit biblique pour cette idée-là, c'est-à-dire il y a peut-être un truc qu'on n'a pas dit. Alors on ne change jamais le sens profond. Oui, c'est ça. On ne dévoie pas le truc, mais on lui donne une autre dynamique de la parole, une autre dynamique du récit pour permettre, avec d'autres mots, de dire autrement et donc d'ouvrir d'autres espaces de réception, une autre forme d'invitation à l'écoute. Est-ce qu'on pourrait dire que le mot est sacré? Sacré dans le sens où il faut lui donner il faut lui garder, lui retourner sa valeur, considérer sa valeur, je dirais. Sacré dans ce sens-là, hein. Mais dans un sens de on n'y touche pas. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est là-dessus que je voulais vous conduire. Le sacré peut être justement bougé, remué, il garde son sens profond, mais on a le droit finalement de le remuer, de l'actualiser. Sacré, c'est beau pour ce qu'on dit, c'est un mot qui a une vraie valeur, qui a une force, qui mérite l'écoute, l'attention, l'accueil, le respect, on peut dire voilà, toutes sortes de synonymes de ça. Mais ce qui serait vraiment pénible et hyper moche, c'est de dire c'est sacré, donc on n'y touche pas. Voilà, c'est ça. C'est sacré, et ce qui arrive très souvent avec le récit biblique, c'est sacré, on ne touche pas à ça. Beaucoup de gens s'opposent à cette idée de continuer à travailler ça. Alors que le texte est vivant, il continue de vivre. Si c'était d'ailleurs, si les langues sources sont aussi denses, c'est pas par hasard. Moi je dis toujours, si cette parole avait été donnée en anglais, ce serait simple. Voilà, une tasse c'est une tasse, une fourchette c'est une fourchette, arrêtez de discuter. Mais comme le champ sémantique est tellement ouvert, c'est passionnant aussi par rapport à tout ce qu'on dit, c'est-à-dire il y a beaucoup de mots pour dire ça. Des chroniques qui sont amenées donc à être lues, à être entendues aussi au départ à la radio, puisqu'elles sont écrites dans cet objectif-là premièrement. Il y a le mot « entendre » justement que vous travaillez dans ce lexique. Et en ouverture de ce « entendre », on peut lire, ça revient dans le texte ensuite, un peu comme une exergue, une parole sans action est molle, nulle, morte, vaine, comme une pomme sans pépins, une frite sans mayonnaise, une bière sans mousse, un fraisier sans fraise. Il y a vraiment ça, je pense que l'action, c'est ce dont on parlait, hein. C'est un mot
qui ne met pas en mouvement quelque chose, c'est comme de la frite sans mayonnaise, il y a un truc qui ne va pas, il n'y a pas le goût, il n'y a pas la saveur vraiment, quoi. Il n'y a pas de langue morte finalement. Non, non. Ce qu'on appelle les langues mortes sont des langues qui nous racontent beaucoup de choses sur la langue vive que nous pratiquons aujourd'hui. Ouais. C'est comme le sacré, c'est idiot de dire ça ne vaut plus, ça n'a plus sens, ça n'a plus corps, simplement parce que c'est plus parlé. C'est comme tous ces mots qui dorment dans les pages du dictionnaire, parce que tout le monde s'en fout et qu'on ne veut plus les utiliser, parce qu'on a appauvri beaucoup. Alors je dis pas ça, je veux dire ça m'est égal, mais je veux dire, c'est pas une critique de la société forcément d'aujourd'hui. Quand on parle même comme ça, on utilise peut-être 300-400 termes, c'est très Alors d'ailleurs, il y a des nouveaux mots qui viennent s'ajouter aussi. Voilà, d'ailleurs, voilà. Non seulement il y en a qui dorment, mais on vient encore de mettre des couches avec des mots qui n'existaient pas, il faut qu'on les mette dedans. Alors c'est passionnant, ça raconte à nouveau la vie et la vivacité de la langue. Ça me fait penser à un extrait du spectacle dont on va parler après, et à un moment vous dites « meuf, je te kiffe ». Oui, c'est ça. Voilà, ça alors qu'on va dire… C'est pas forcément l'idéal, mais… C'est un exemple de dire… C'est dans le langage parlé. Ouais. Donc alors ça existe. On peut pas dire, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est moche, ça fait. Non, parce que quand on l'entend dire dans le contexte, il y a une vraie chose qui est dite. Voilà, c'est sincère, c'est un mot entier qui inclut vraiment ce qu'on veut dire. Si on prend un pas de recul, on dirait attends, il y a quand même d'autres mots pour dire ça. De façon plus jolie. On pourrait dire mieux, mais je n'irai pas dans ce sens-là parce que ce sera alors un sens de dire ça vaut sinon, pas, ça appauvrit, tout ça. Je crois pas que ce soit ça. C'est un vrai désir. Je parlais de désir amoureux d'aller chercher la saveur. Meuf, je te kiffe, c'est quoi? Ça correspond à un burger. Fast food. Oui, mais est-ce que c'est un burger? Alors ça dépend si c'est du si bœuf un Angus ou bien si c'est en effet de la daube. Voilà. Mais voilà, c'est un choix qui peut être, pour autant je dirais, alors on peut discuter de ça des heures, mais pour autant qu'on soit dans l'idée d'une langue qui est vivante, welcome. Je reprends une question que vous posez pour évoquer le mot patience. Oui. Alors je vous pose la question, vous l'écrivez, moi je vous la pose. Qu'aurait fait Jésus au volant de sa voiture quand le feu du carrefour est en panne, à votre avis? Le piège. Qu'aurait fait? Alors bonne question sur la patience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'idée, qu'est-ce que ça veut dire être patient? On dit, mais oui, mais lui, il aurait sûrement, il est hyper patient comme gars, il est très cool, il va jamais s'énerver, il va jamais se mettre à insulter les gens devant lui. Bonne question, dans le sens, quand on dit bonne question, ça veut dire réfléchissons-y. Qu'est-ce que ça veut dire être patient? Qu'est-ce que ça veut dire de dire de lui qu'il est patient? Comment est-ce qu'on considère cette chose-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense surtout, qu'on est tous possiblement à même d'éprouver la patience. C'est-à-dire, le feu du carrefour est en panne, donc ça veut dire que c'est le bazar. C'est jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir… Et ça veut dire aussi que donc, alors si on prend lui comme modèle, dans le sens lui, il est parfait, etc. Mais non, je pense que la question, je la pose parce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une forme de perfection à la patience? Parce que la patience, c'est un truc qui s'éprouve, qui se modère, qui se module. Donc lui, peut-être aussi, il aurait donné un bon coup de klaxon. Peut-être. Dans le même esprit, vous écrivez « Marre de ce Jésus blond à brushing fade et mou comme un lion sous Xanax ». C'est ça aussi avec vous, cette volonté un peu de bouger les lignes? Xanax, en fait. C'est pour ça que je pensais à ce mot-là. Cette volonté de bouger les lignes, de sortir des stéréotypes, des mauvaises caricatures en quelque sorte. Toujours sur le même… Alors, cette image de Jésus blond en brushing, je dis j'en ai marre, vraiment marre, parce que c'est cette idée de quelque chose à quoi on ne veut plus toucher. L'image qu'on s'en est faite, on ne va plus y toucher. Alors c'est comme… ça serait comme de dire il faut pas y toucher parce que c'est sacré cette image-là. Et là, on se trompe complètement, je pense, parce que ça, comme pour la parole, j'ai envie de dire donc comme pour sa parole, si on en continue à enfermer sa parole à lui, qui a cet élan-là vif, indiscutablement, on fait le même exercice, on tend le même piège de dire qu'on ne lui permet plus ça. Un gars avec un brushing, il ne peut plus dire des trucs très intéressants, quoi. C'est fini ça. C'est trop lisse. C'est trop lisse. Et Jésus n'est pas lisse du tout. Pas du tout. Au contraire. Cette parole a vraiment une violence, beaucoup d'humour, l'humour dans le sens de ce qui nous chope sur l'endroit où on ne s'attendait pas. Donc ce côté, on ne s'y attendait pas, si on lui remet son brushing, on s'y attend. Et donc c'est dommage, quoi. Il faut réinventer, reformuler. Si on pense à lui, pensons-le autrement dit. Dit. Pour revenir à nous, comment on l'accueille, comment on le voit, et pour pouvoir aussi le dire, c'est ça. C'est qui ce personnage? Alors c'est un homme blond à brushing, déjà c'est n'importe quoi, parce que je veux dire, comment est-ce qu'un juif de Palestine peut être blond à brushing? Dites-le moi bien, dites-le moi bien.
Mais voilà, c'est l'imaginaire collectif. Tant mieux, je pense que chacun peut se l'imaginer, qui on a le droit, hein. Qui avec des cheveux bouclés très abondants, qui avec le teint mat. On a le droit, ça fait partie de qui on est. Spontanément, on va former ça, mais ne nous imposons pas, que personne n'impose ni une façon de parler, ni des mots pour dire ça et pas autrement, ni donc un personnage dans une forme figée très ennuyeuse. On est dans un café où il y a beaucoup d'images de cinéma. Ça me fait penser à ce film sur Bob Dylan, où Bob Dylan est interprété par, je ne sais plus, 7 ou 8 personnages différents. Il y a des hommes, des femmes, des personnages très différents, et tous l'incarnent d'une certaine façon. C'est tout à fait ça. C'est cette manière d'aborder. La possibilité de recevoir et de dire. Parce qu'il y a l'idée aussi de dire, si on est toujours dans le même archétype, plusieurs d'entre nous n'arriveront jamais à l'accueillir comme ça, parce que ça ne raconte rien. On a tous, on parle des mots et des lectures pour fonder l'imaginaire. Si on met ici, voilà, autour de cette table, autant de personnes avec des crayons, du papier ou une tablette ou ce qu'on veut, dire allez-y, décrivez-moi ce personnage. On va avoir tous des trucs différents. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie à figer exactement, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui est sacré, voilà, c'est ça, on sacralise quelque chose qui ne doit absolument pas l'être. On lui retire du coup toute la souplesse belle de son humanité, quoi, possiblement, pour nous. Alors on approche de la fin de notre conversation. Quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est ce qui va être proposé à la suite de ce livre. Première étape, écriture de chronique. Deuxième étape, transmission à la radio, donc le son qui vient se greffer avec la façon de dire les choses à la radio. Troisième étape, le livre, donc c'est un retour au texte où là chacun va pouvoir mettre sa voix d'une certaine manière et puis s'attarder peut-être davantage sur les mots, parce que peut-être l'un des défauts entre guillemets de la chronique radio, c'est que ça passe vite, vous avez un débit assez rapide en plus, donc parfois on peut passer à côté de certaines choses. Là, c'est l'occasion d'y revenir. Et puis il y a une nouvelle étape, et alors je prends mes notes pour être précis, c'est le lundi 8 juillet à 20h30 dans la cour de l'école de Lourmarin, l'un des plus beaux villages de France. Dans ce début juillet, un festival des arts de la parole est donné donc dans ce village de Lourmarin. Et vous intervenez le lundi 8 juillet à 20h30 dans la cour de l'école. Je trouve qu'il y a une belle image là aussi dans cette notion de transmission. Toujours le mot pour dire, en version conférence gesticulée. C'est quoi une conférence gesticulée? Bonne question. Tout le monde pose toujours la question. On s'intéresse aux mots là. On s'intéresse aux mots. Une conférence gesticulée, c'est vraiment l'idée de, voilà, on a les deux mots qui sont l'un côte à côte. Une conférence, c'est-à-dire que l'idée c'est de partager un propos. Ça n'est pas un spectacle dans le sens où on entendrait spectacle, mais donc c'est un propos qui est mis en scène, qui est mis en espace avec les outils du théâtre. Donc alors donc c'est un spectacle, dira-t-on. Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de fiction, c'est plus quelque chose qui va s'articuler sur un propos qui est, voilà, par exemple ici, donc, le projet de scène tire sa matière de cet ensemble de chroniques, de ce principe d'observer les mots. Donc ça va être de pousser encore les curseurs un peu plus haut sur observer les mots ensemble, donc créer une dynamique aussi comme ça avec le public sur l'idée de qu'est-ce que ces mots disent quand ils disent les choses autrement, ou bien sait-on encore ce que veut dire ce mot-là. Donc par rapport à la conférence gesticulée qui historiquement, sur le principe, au départ. C'est ça, quelque chose de très engagé, on veut défendre un propos engagé, politique, possiblement écologique, social, voilà, et on utilise pour faire passer la pilule, pour faire glisser la dragée, les outils du théâtre. Donc ça peut être très très dense, donc des costumes, voilà, un dispositif, ou très simple, c'est-à-dire proche du stand-up en quelque sorte. En fait, on est dans, voilà, je vous le partage tel que c'est, je monte sur le plateau. Le principe de la conférence gesticulée, qui n'est pas donc un spectacle, c'est quand même, donc il y a un dispositif de scène, les outils ou les codes du théâtre, on va dire, de la scène, mais en même temps, on est dans le présent de ce qui est en train de se dire, quoi. Alors, par rapport au texte seul, là, dans la conférence gesticulée, vous utilisez aussi des
sons. Oui, c'est ça. C'est ça le dispositif de scène. Une part de lecture, une part d'improvisation. Voilà, il y a des choses qui sont données là dans l'instant, en réaction du public. Il y a des passages qui sont lus. Donc le livre est présent, on va dire, sur le plateau, parce que c'est en quelque sorte le principe de la conférence, c'est de dire je vais faire une conférence sur ce livre, mais je décale le livre de son format pour de temps en temps l'utiliser et souvent le lâcher pour explorer le principe des mots. Comme l'écriture des chroniques le fait, mais autrement, donc avec les outils de la scène et aussi avec un dispositif qui est du son, qui est des choses qui soient plus... Je suis musicien aussi, donc il y a l'idée de proposer, de faire varier le langage, d'avoir une partition qui change de rythme, vraiment littéralement aussi. Alors ce lundi 8 juillet, c'est la première. C'est un spectacle, c'est une conférence gesticulée, pour être précis, qui peut être amené à vivre là aussi. Le dispositif est très simple. Vous inviter. Voilà, exactement. Le dispositif est simple, c'est vraiment l'idée. Et c'est le principe de conférence gesticulée, c'est de ne pas s'embarrasser. Voilà, on respecte les codes de départ, mais après, c'est quelque chose. Je pense c'est un projet qui peut bouger beaucoup, qui bouge avec le public aussi. Là, vous êtes dans la cour. Conférence gesticulée. Vous êtes dans la cour d'une école. On peut l'imaginer, je sais pas, dans un temple, dans un théâtre, en plein air. Voilà, en l'occurrence, en plein air. Je devais d'ailleurs avec des cigales qui sont venus manifester en grand nombre, donc qui seront venus. Mais oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est le principe. Soit léger et mobile. Ça peut être pour une plus grande ou une plus petite audience. Oui, le principe, c'est de se poser facilement, voilà, de ne pas être lourd dans la structure. C'est le principe de la conférence aussi gesticulée. Un dispositif de scène qui est léger. Voilà. Et pendant ce festival, vous allez aussi animer un atelier d'écriture de chroniques. Autour de la chronique. Voilà. Parce qu'écrire une chronique n'est pas écrire un poème, n'est pas écrire un journal intime, n'est pas écrire une histoire pour enfants. Écrire une chronique, il y a une dynamique particulière, il y a une façon de l'amener. Il n'y en a pas qu'une, bien sûr. Dans les chroniques, proposer il peut y avoir la vôtre. L'actu, il peut y avoir l'humour. Mais c'est l'idée de ça. Chacun des participants choisit son mode. L'orientation. Est-ce que je veux traiter avec ci ou comme ça. Et donc atelier, vous animez d'ailleurs au quotidien, régulièrement, des ateliers d'écriture avec des enfants, des adultes. Cette idée de transmettre. D'ailleurs, je me disais, j'ai cherché athée et je n'ai pas trouvé transmettre. Et je me suis dit qu'un deuxième volume sera sans doute nécessaire avec d'autres mots. Ce mot-là voudrait dire beaucoup Transmission. de choses. Oui, tout à fait. Transmettre, c'est important pour vous? Oui, c'est important. Mais transmettre, c'est vraiment l'idée de donner, de rendre possible quelque chose. La transmission d'un savoir, la transmission d'une compétence, c'est éveiller le savoir et la compétence chez l'autre à qui on le donne. Transmettre, c'est passer le témoin. J'aime beaucoup cette image dans le sport. Dans la transmission, quand on voit ces images, et on les verra encore beaucoup là, avec les jeux qui viennent, c'est passionnant de voir toutes ces analogies dans le sport. La transmission du témoin, déjà le mot, le bâton dit, en réalité c'est le témoin. Et cette idée de vraiment faire attention à l'autre, à son rythme. Celui qui va recevoir, autant que celui qui va le donner, on doit s'adapter à l'autre. C'est pas genre je te le balance, là, tant pis si tu le rates. Celui qui court ralenti, l'autre commence à courir avant. C'est ça, dans l'idée de la transmission, c'est vraiment je le lâche quand toi tu l'as. C'est très très beau ça. C'est une très belle image. C'est pas juste tiens, prends-le et essaye de courir si tu peux. Tu vois. C'est vraiment je te le donne, parce que si tu l'as pas, tu peux pas continuer à courir, disqualifié. Donc, mais je le lâche pas tant que je suis sûr que tu ne peux pas toi continuer plus loin. Ce sera plus moi, ce sera toi. Passionnant tout ça. Merci beaucoup Vincent Smetana. Donc toujours le mot pour dire, petit lexique poétique de la Bible, c'est aux éditions Biblio, mais c'est aussi un partenariat derrière entre Biblio, l'Alliance biblique française, la Fédération protestante de France qui produit les émissions Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture. Donc voilà, tous ensemble ont participé à l'édition de ce livre. Et maintenant, il est dispo dans toutes les bonnes et les moins bonnes librairies. On peut se le procurer et on peut mettre notre propre voix sur ces mots que vous avez partagés. C'est ça, je dirais ça, que chacun puisse faire son chemin à l'intérieur de cette proposition. Merci Vincent. Avec plaisir.